Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons évidemment commenter l'actualité, mais peut-être aussi les propositions qui seront celles des candidats aux élections de 2017. On a tout un tas de propositions à vous montrer et à commenter, et on va le faire avec Stéphane Monceau. C'est lui. Bonjour Patrice. Je pensais à un maçon. Oui, on en parlait justement. On en parlait avant. Stéphane Monceau de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes en pleine forme, vous avez fait des... Oui. Vous avez été surveiller un peu vos collègues un peu partout en France. Oui, il faut pas dire les choses comme ça, il sera vexé, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je les surveille. Florence Mercadet, avocate au barreau de Versailles, et spécialiste du droit du travail. Donc, comme on va parler peut-être encore une fois de la loi El Khomri, peut-être pour la dernière fois, parce que je pense qu'ils vont la remettre dans la poche d'ici peu. On va en parler avec vous. Et puis Jean-Charles Lajoigny, éditeur, avec votre dernière parution qui s'appelle Dernière escale de Sandra Martineau. Oui, un roman. Édition Lajoigny, évidemment. Voilà, un footballeur. Un roman policier, mais pas que. Oui, c'est l'histoire d'un footballeur déchu, une ancienne star du Barça, et qui part pour une croisière pour essayer de se rabibocher avec sa femme, avec ses enfants. Enfin, c'est la croisière de la dernière chance. Et donc tout se passe bien a priori, sauf que lui, quand il était petit, sa sœur a été enlevée, il était témoin de ça. Et sur le bateau, il croit voir le ravisseur. Et il a lui-même une petite fille de 3 ans. Donc c'est une sorte de huis clos. Et pendant les 8 jours de la croisière, il est absolument persuadé que le ravisseur est là. Et je ne vous dis pas s'il est là ou pas, mais enfin voilà, c'est le pitch, du livre. Voilà. J'ai lu un article récemment sur un footballeur, ce qui n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi. C'est un footballeur qui a aussi été un très très bon footballeur, qui a joué avec les plus grands et qui est mort dans la rue. C'est assez terrible, enfin, qui est mort, enfin, solitaire, quoi, enfin, sans un rond, sans un centime. Même pas jouer au foot. Ouais. C'est devenu une sorte de SDF alors qu'il avait une carrière assez incroyable. C'est incroyable, c'est un peu comme les gens qui gagnent des sommes faramineuses au loto et qui, une dizaine d'années après, n'ont plus rien. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver à claquer tout sans rien garder du tout? Alors que s'ils nous le donnent, on saura qu'on arrivera à avoir quelques idées. Probablement, enfin, je ne sais pas tout dépenser. Moi, je pourrais peut-être tout claquer, mais je garderai un tout petit peu pour vivre, quoi. Mais là, il claque tout. Oui, mais là, vous rêvez évidemment, ce qui prouve que vous êtes encore jeune. mais il y en a qui protestent même avant. Ce sont les jeunes, ce sont les étudiants qui étaient dans la rue jeudi pour protester contre le projet de loi El Khomri, qui a pourtant été bien amendé par le gouvernement. Mais ils étaient assez nombreux dans la rue. Je propose de voir un reportage sur ces manifestations et puis on en parle ensuite. C'est leur 4e rassemblement. À l'appel du collectif Jeunes 78, les lycéens et étudiants yvelinois étaient réunis à l'université Versailles-Saint-Quentin ce matin. Toujours dans leur ligne de mire, la loi travail. Aujourd'hui, on est encore sur l'analyse que ça ne satisfait pas du tout la jeunesse et les préoccupations de la jeunesse ne sont pas du tout prises en compte dans le cadre de cette loi. Donc l'objectif pour l'instant, c'est d'obtenir un retrait de la loi travail. Pour le moment, négociation impossible puisque c'est la base même du projet de loi qui ne nous convient pas. C'est l'esprit même de cette loi qui vise à libéraliser encore un peu plus le marché du travail, qui vise à augmenter la précarité des jeunes. Et donc dans l'esprit même de cette loi, on ne peut pas l'accepter. Le 24 mars dernier, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a présenté au Conseil des ministres une nouvelle mouture du projet de loi. Pas encore suffisant pour les syndicats. En cette journée de mobilisation nationale, les étudiants ont été rejoints par les cheminots de Versailles. Il faut faire absolument la jonction étudiants, lycéens et salariés en grève, c'est hyper important. C'est la clé de la réussite pour faire vraiment vaciller ce gouvernement et arriver à lui faire retirer ce texte de loi qui est absolument mortifère pour le droit du travail, mais aussi arriver à placer nos propres revendications de progrès social. Les étudiants ont ensuite rejoint le rassemblement parisien. S'ils estiment ne pas avoir obtenu satisfaction, ils envisagent de se rassembler à nouveau le 5 avril prochain, date de l'examen approfondi du texte par la Commission des affaires sociales. Voilà, une manifestation dans laquelle on voit beaucoup de jeunes, on voit quelques fonctionnaires ou assimilés qui sont directement concernés par la loi. Il y a eu une mobilisation qui était tout de même assez forte.
on ne sait pas si le gouvernement en tiendra compte ou pas, ils vont recevoir encore les organisations de jeunes, mais c'est symptomatique quand même de voir combien cette mobilisation prend, alors même que, ce que je disais, le projet de loi a quand même été beaucoup amendé, beaucoup modifié. Moi, je trouve ça plus déprimant que symptomatique. C'est-à-dire qu'une jeunesse pareille, moi je trouve ça extrêmement flippant. Je me dis, mais que veulent-ils? Et on a l'impression qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a plus rien, quoi. Le seul truc, c'est CDD, CDI, acheter un appartement, précarité. C'est des termes ça ne devrait même pas leur traverser l'esprit à cet âge-là. J'espère que quand on fait des études ou quand on n'en fait pas et qu'on a 18 ans, on devrait avoir un autre rêve que de savoir si on va pouvoir être en CDI pour un boulot qui n'est pas forcément passionnant. Enfin, je veux dire, et je passe sur la méconnaissance totale qu'ils ont de la loi, de toute façon. Oui, de toute façon, Si on les interrogeait vraiment, ils seraient incapables de dire vraiment quel est le fond du truc. Et là, le type qu'on a entendu, qui parle de nouveaux acquis sociaux à attraper, à décrocher, etc., on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le siècle. On dirait presque que ce reportage aurait pu être fait il y a 15 ans. C'est-à-dire que c'est les mêmes, la couleur des drapeaux change un tout petit peu, ils sont là toujours dans les mêmes revendications démodées, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas le siècle, enfin on est quand même en 2016. Oui, mais est-ce que c'est un siècle où il faut faire que des sacrifices? C'est peut-être un peu ça qui est leur problème, non? Mais oui, il faudrait qu'ils C'est le ça comprennent. qu'on demande tout le on va temps. commencer par en faire au moins un de temps en temps. Alors quel sacrifice est-ce que ces étudiants ont fait jusqu'à présent? Je ne parle pas des étudiants, je parle de façon générale. je dirais qu'ils n'en ont pas fait. Cette impression-là, peut-être. J'entendais quand même un économiste, qui est Philippe Agnon, qui est professeur au Collège de France, qui disait, voilà, il y a, dans cette loi, on a parlé de flexi-sécurité, il y a la flexibilité, on la voit bien, la sécurité, on la voit peut-être bien, et moins, il y a peut-être eu aussi cette erreur dès le début de l'annonce de la loi, non? Oui, enfin, pour rebondir sur ce que dit Jean-Charles, je pense que... C'est deux choses différentes. Oui, il y a deux choses différentes. Il y a la mobilisation et il y a le fond de la loi. Sur la mobilisation, je pense que ce qui est symptomatique, au-delà du fait que je pense que les jeunes peuvent se plaindre peut-être de la précarité d'aujourd'hui, puisqu'ils sont systématiquement à 80% embauchés en CDD, ils ne savent pas bien après s'ils seront reconduits en CDI ou pas. Donc aujourd'hui, la situation est certainement précaire. La loi El Khomri ne rend pas plus précaire leur situation. Donc déjà, je ne comprends pas très bien. Mais ce qui est symptomatique, c'est qu'ils ne comprennent pas la loi et comme vous le dites, ils seraient incapables d'en parler parce qu'ils ne la connaissent pas, parce que le gouvernement ne l'a pas expliqué, n'a pas eu toute cette phase de pédagogie. Et effectivement, pour finir la boucle sur la flexi-sécurité, c'est que le gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, aurait dû mettre les partenaires sociaux autour de la table, à la fois sur la loi travail et sur la problématique du chômage et de la prise en compte du chômage, ce qui permet d'avoir les deux aspects de négociation en même temps, de la flexibilité d'un côté et de la sécurité de l'autre, alors qu'ils sont allés franco sur cette loi du travail en disant au départ on fera du 49.3, on la fera passer au forceps, et en même temps ils ont commencé à communiquer en disant on est le pays d'Europe qui est le pays où on a la plus longue prise en charge chômage d'Europe, et peut-être faudrait-il réduire, et je pense que tout ça les gens ont mélangé en disant loi travail, plus en plus on va peut-être nous raboter la durée du chômage, et ça explose, et on comprend bien. Donc je pense qu'il y a un tel amateurisme et une telle incohérence du gouvernement par rapport à ses valeurs, entre guillemets, qu'on aboutit à des situations comme celle-ci. Et on aurait fait une négociation globale avec les partenaires sociaux sur les deux aspects, travail et sécurité chômage, ça aurait été beaucoup plus intelligent, et je pense que les gens auraient mieux compris, alors que là, ils ne comprennent rien. Et je comprends qu'ils ne comprennent rien. D'un projet de loi qui a été conçu dans l'ombre d'un cabinet, seul, et puis comme ça qu'on sort du jour au lendemain sans avoir concerté personne, ni même, ce qui est assez bête, les syndicats proches comme la CFDT. Enfin, au moins, ils auraient pu s'amadouer le syndicat qui est le plus proche d'eux. Pour finir, comme vient de le déclarer Valls, enfin, en disant je vais recevoir l'UNEF et je suis prêt à prendre en compte leurs revendications. Lesquelles mais lesquelles mais c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un amateurisme total. Stéphane, ces étudiants qu'on a vus étaient réunis chez vous, pratiquement. Non, Patrice. Non. Alors, chez moi, avec un minuscule, là, mais non, les étudiants chez moi, ça serait un peu petit. Hein, ils sont 20 000, mais enfin, pourquoi pas. Mais non, à l'université, au début. Oui, ils étaient à l'université. Mais c'est pas la totalité des étudiants, bien entendu. Vous vous doutez bien que les étudiants en droit, eux travaillent, ils étudient. Ils ont compris la loi. Alors, pour beaucoup d'entre eux, oui, parce qu'ils l'ont lu et ils ont au moins tenté de la comprendre, ils l'ont étudiée. Mais j'entends Jean-Charles, oui, il a une jeunesse qui n'a plus de rêve, etc. Je vous confirme, moi qui fréquente la jeunesse d'assez près, enfin moi qui suis même d'ailleurs jeune, qui en fait partie, mais j'ai quand même encore quelques rêves. Mais les jeunes
plus jeunes que je fréquente à l'université, en effet, je vous le confirme, ils sont plutôt dans le stress, dans l'angoisse du lendemain. Alors, on peut en effet peut-être comprendre au regard de la place que notre société laisse à la jeunesse, enfin la jeunesse, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, gardons ce concept-là un peu abstraitement. Je ne veux pas dire que tout fout le camp pour les jeunes et que c'était mieux avant, mais peut-être. Ça, je pense que peut-être. Ils arrivent dans une société sans doute plus dure. Ils arrivent dans une société dans laquelle on ne les attend pas. Oui. Personne ne les attend. Rien n'est fait pour eux. Rien n'est fait pour eux. Aux déclarations. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ici, mais il y a 2 ans, un étudiant vient me voir en me disant voilà, on vient de me refuser un stage. Alors, c'est un stage d'un étudiant en 5e année. C'était pas pour faire du café et faire des photocopies. Hein. C'est vraiment pour... l'étudiant était, entre guillemets, parfaitement employable, très compétent. Et la grande entreprise dans laquelle il avait postulé pour son stage lui a répondu, monsieur, on ne prend des stagiaires que sous réserve qu'ils puissent démontrer une expérience. Une expérience. C'est compliqué. Pour un stage payé à 400, 500 euros, etc. Bon. En effet, personne ne les attend. Mais sur cette affaire, je crois que je rejoins aussi ce que disait Florence, c'est une histoire très mal ficelée, très mal bouclée. Moi, j'ai l'impression que ce genre de texte, politiquement, il faut le présenter en début de quinquennat. Il ne faut pas attendre la fin, surtout la fin telle qu'elle est en train de se dérouler sous nos yeux, une espèce de déliquescence incroyable. Et puis, alors voir en effet les cheminots qui rejoignent les étudiants, il y a toujours derrière ça cette espèce de mythe historico-sociologico-sentimentalo-politique de mai 68. On veut toujours un étudiant, un ouvrier. Alors Billancourt, Renault n'est plus à Billancourt, mais moi c'est toujours avoir ces drapeaux, etc. Ces assemblées générales d'ailleurs qui sont très souvent... de vrais spectacles, d'ailleurs. Absolument. On ne peut pas s'exprimer, où il y en a certains qui s'expriment simplement, où il est interdit de poser certaines questions, où les votes se déroulent de manière assez surréaliste. J'en ai vécu quand moi j'étais, pour le coup, tout petit, beaucoup plus jeune. Mais je vois que les choses, de ce point de vue-là, n'ont pas changé. De ce point de vue-là, ça ne change pas. Oui, et d'ailleurs, la personne qui était interviewée, le cheminot, a dit que c'était pour faire tomber le gouvernement. Parce qu'il a parlé de la loi, mais juste avant, il a dit faire tomber le gouvernement et après faire tomber la loi. C'était la lutte. Je crois qu'il faut que De Gaulle comprenne, qu'il faut qu'il s'en aille. Après peut-être le seul crédit qu'on puisse accorder à tous ces jeunes, c'est que parmi les innombrables promesses non tenues du président, enfin du candidat, c'était la priorité, la jeunesse. Il avait quand même dit la jeunesse et les jeunes seront beaucoup plus heureux en 2017 qu'ils ne le sont en 2012. Là, on peut voir que il y a peut-être un léger sentiment de trahison de la part des jeunes qui se disent on s'est encore une fois bien foutu de nous. Bon. Après, c'était un peu le défaut de la jeunesse, c'est de croire à peu près n'importe quoi. Mais bon, c'est un peu ce que beaucoup de gens ont fait visiblement en votant Hollande. Donc, mais comment on peut expliquer quand même, parce qu'on a des expériences qui ont déjà été tentées. Je pense au CPE de Dominique de Villepin, c'était exactement pareil. C'était avait été réglé dans un coin de Matignon, et voilà, et ça a donné la même chose, c'est-à-dire des manifestations. Il n'y a pas eu de concertation avant. Donc on est quand même informé de la façon dont on pourrait gouverner quand même. C'est ça qui est bizarre. On a l'impression qu'ils réécrivent une page blanche à chaque fois. Oui, je pense qu'ils s'imaginent toujours que ça va passer, qu'ils sont un peu plus finaux que les précédents, et que c'est pas... Je pense que Valls doit se dire, moi je ne suis pas Villepin, je lui suis bien différent, bien supérieur. Le gouvernement n'est pas le même, les choses ont évolué, voilà. Et puis on peut imaginer que dans 5 ans, le prochain Premier ministre pourra faire la même boulette et se planter de la même façon. Je pense qu'en même temps, c'est les mêmes ressorts psychologique, c'est-à-dire que Villepin voulait montrer à Sarkozy que c'était lui le réformiste, et je me demande si Valls n'a pas voulu montrer à Macron que lui aussi était un réformiste. Mais la seule chose, c'est que je crois que le gouvernement n'a pas vu au travers de cette loi la jeunesse arriver. Autant pour le CPE, comme c'est un contrat première embauche, c'était directement pour les jeunes. Alors ça concernait directement les jeunes. Ça concernait directement les jeunes. Tandis que là, ils n'ont pas vu du tout le fait que les jeunes, par rapport à la loi El Khomri, seraient dans la rue. Mais ce qui prouve un peu que ce sont vraiment des amateurs, parce que
ils sont quand même très proches de l'UNEF, qui n'est pas compris. Certains. Valls n'est pas franchement très proche de l'UNEF. Je veux dire, je pense que Hollande a quand même encore quelques relais au PS. Vous avez quand même beaucoup de gens du PS qui sont d'anciens leaders lycéens. Donc on doit pouvoir savoir à peu près. Enfin, comme ils n'ont pas consulté non plus la CFDT au départ, c'est pareil. La CFDT, c'est une faute de ne pas l'avoir travaillé. À votre avis, est-ce que, parce qu'on va parler peut-être de la révision constitutionnelle après, est-ce qu'on est parti pour que le pouvoir remette cette loi dans sa poche, parce que là, ça va être compliqué. La gauche, en tout cas la gauche de la gauche est contre. La droite, qui était prête à voter la première mouture, semble pas prête du tout à voter la mouture actuelle du texte. Donc, je pense que on va voir le rapport de force au Parlement. Mais François Hollande a sa phrase toute faite. C'est ce qu'il a dit pour la déchéance de nationalité et le fait de ne pas convoquer le Congrès. Il met tout ça sur le dos de la droite. Donc voilà, j'ai essayé. Si la droite ne veut pas voter. Et là, c'est la gauche aussi qui ne veut pas. Il y avait besoin de la droite. Mais là, donc, ce qui risque de se passer, c'est le texte sera voté, mais totalement vidé de sa substance. Totalement vidé, on a déjà vu ça aussi, ce qui revient absolument. Ou alors on peut faire comme avait fait Chirac, c'est-à-dire le promulguer, le retirer immédiatement. Le promulguer en disant surtout il ne faut pas l'appliquer. On promulgue la loi, mais on ne sort pas les décrets. On en a fait quand même des choses bien. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de partir encore sur une erreur, parce que Mme El Khomri a commencé à expliquer que pour licenciement pour motif économique, on dirait que pour les grandes entreprises, on partirait sur 6 ou 8 trimestres de déficit et pour les petites 4 trimestres. Mais elle ne va pas passer le crible du Conseil constitutionnel si elle recommence la même bêtise. Oui, l'égalité de tous devant la loi qui empêche ça. On va retomber encore dans le même travers. Donc ils disent que les juristes planchent sur le sujet, mais bon. Est-ce que ça vous choquerait d'ailleurs ça? Parce que c'est pas totalement idiot que les petites entreprises ne soient pas astreintes aux mêmes contraintes que les grandes. Dans ce cas-là, il y a d'autres critères économiques à prendre en compte. Dans ce cas, on prend un critère de trésorerie ou on prend un critère qui n'est pas forcément qu'une dégradation de... Si on a une dégradation dans une petite entreprise, s'il y a une dégradation du chiffre d'affaires qui s'écroule, la trésorerie, elle part en fumée très vite. Dans une grande entreprise, s'il y a une baisse de chiffre d'affaires, la trésorerie ne part pas en fumée aussi vite. Donc, il suffit de prendre le bon critère économique plutôt que de dire si c'est une petite, c'est 4 trimestres de chiffre d'affaires qui dégringole, et si c'est une grande, c'est 6. Là, on va partir sur un problème avec le Conseil constitutionnel. Il suffit de trouver un autre critère économique pertinent qui puisse, dans un cas comme dans l'autre, ne pas s'appliquer à peu près au même moment. Parce que le problème des petites entreprises qui vont mal, c'est un problème de cash, c'est un problème de trésorerie. Bien sûr. Ah oui. Donc, et d'où l'importance peut-être pour eux de savoir à quoi ils pourraient être condamnés en cas de licenciement, etc. Il suffit qu'un peu les politiques soient un tout petit peu imaginatifs et... Oui, mais c'est vrai que ce problème de l'égalité de tous devant la loi, c'est la Constitution quand même. Stéphane, vous disiez à l'instant que cette réforme El Khomri, il aurait peut-être fallu la faire au début du quinquennat, c'est-à-dire au moment où on a encore un peu de pouvoir politique. Là, on vient d'assister à l'épisode de la révision constitutionnelle avortée. Là encore, c'est une impuissance totale et du pouvoir. Peut-être des calculs de part et d'autre, de la part du président Hollande qui pensait que la déchéance de nationalité serait retoquée par le Conseil d'État, ce qui n'a pas été le cas, et peut-être de la droite aussi quand même, et de la droite sénatoriale notamment. Moi, alors, cette affaire, moi, ça m'inspire deux réflexions, et au regard de ce que vous dites, c'est que d'abord sur un plan institutionnel, je trouve, et on n'a pas vraiment entendu ce son de cloche, après Pâques, c'est dommage, mais je le donne. Vous attendez. C'est que moi, je me félicite plutôt de voir comment les choses se sont passées. C'est-à-dire que on a des institutions, alors j'ai entendu ces derniers jours, qui sont bloquantes, qui doivent être révisées, la Ve République, etc. Mais je trouve que c'est quand même pas si mal fait, parce que tout cela nous montre que réviser la Constitution, c'est quelque chose de lourd, de grave, qu'on ne touche pas à la Constitution comme ça tous les 4 matins, surtout dans des considérations d'affect aussi fortes, et que pour réviser la Constitution, il va falloir que le titulaire du pouvoir suprême, le président de la République, se heurte à d'autres pouvoirs. Qu'un type tout seul dans son coin ne puisse pas accomplir une chose aussi grave qu'une révision constitutionnelle, moi, ça me rassure plutôt. Je comprends ce point de vue, moi, oui. Toujours sur le plan institutionnel, d'ailleurs,
il faut bien avoir à l'esprit que cette physionomie d'échec de révision constitutionnelle, ce n'est pas une nouveauté. Alors, je n'ai pas fait le décompte, mais on ne doit pas être loin d'une dizaine depuis le début des années 70. Mitterrand sur notamment le contrôle de constitutionnalité a posteriori. Pompidou, dans les années 70, sur la réforme du quinquennat. Le quinquennat, il n'est pas arrivé. Il s'est également heurté au Sénat, en dépit de la concordance politique entre l'Assemblée et le Sénat. Donc, je pense que tout ça montre que les institutions de la Ve République, sur ce point-là en tout cas, sont suffisamment robustes et raisonnables pour qu'une révision constitutionnelle ne se fasse pas comme ça sur un coin de table. Sur le plan politique, moi j'ai l'impression que ça montre surtout une chose, et je lisais les analyses du Cevipof hier à ce sujet-là, marquant le rejet profond, alors c'est pas une nouveauté mais ça semble s'aggraver, des Français à l'égard du couple Hollande-Sarkozy. Les Français n'en veulent plus, ils veulent tourner la page. Bon. Et j'ai l'impression que l'échec de cette réforme, de cette révision, marque un peu cette espèce de rejet, parce qu'on sait très bien que du côté du Sénat, ce sont plutôt les fillonistes qui ont rejeté, alors que les sarkozystes y étaient plutôt favorables. Le Sénat est plutôt filioniste, enfin on sait que M. Larcher est plutôt de ce bord-là. Et puis du côté d'Hollande, son gros problème, c'est la gauche. C'est pas la droite qui, elle, était prête plutôt aussi à le suivre. Donc moi, j'y vois politiquement un désaveu très fort de ce couple dont les Français ne veulent plus. Bonne analyse en tout cas. Mais ce qu'on oublie, oui, tout à fait intéressant. Ce qu'on oublie, c'est qu'au-delà d'un point de vue droit et politique, c'est le thème même de toutes ces interventions, c'est la déchéance de nationalité. Parce que du coup, voilà, où est-ce qu'on en est ? On peut se passer de la Constitution pour déchoir de sa nationalité qui on veut. On peut s'en passer aussi sur l'état d'urgence. Voilà, donc c'est pour ça que... Oui, est-ce que ça servait à quelque chose ? C'est quand même beaucoup de bruit pour pas grand-chose, parce qu'on pouvait tout à fait, et on peut le faire sans ça. Bien sûr. Donc, l'intérêt politique, c'est vraiment un jeu à somme nulle. Enfin, là, on se dit, mais c'est... Je reviens à ce que vous disiez, Stéphane. Est-ce que c'est pas justement le problème qu'on a dans ces institutions, où à la fois il y a un certain nombre de mécanismes démocratiques qui font que on ne peut pas faire ce qu'on veut, et en même temps une demande politique ou une habitude politique à ce que le président de la Ve République soit un peu une sorte de monarque qui peut décider de ce qu'il veut quand il veut. Mais bien sûr, mais ça, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux, justement ? Oui, il y a une culture politique. Alors la Ve République y est pour beaucoup d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que la Ve joue contre son camp. C'est ce que voulait l'esprit de la Ve République avec De Gaulle, dont on parlait tout à l'heure. C'est la restauration de l'autorité de l'État et à la tête de l'État, la restauration d'une autorité visible, d'une autorité directement responsable devant le corps électoral. On parle de la Constitution de 1962, du jour où le président de la République a été éligible par l'entièreté du corps électoral. C'est même pas un paradoxe, c'est-à-dire que j'entends parler depuis 2 jours de l'impuissance présidentielle. Oui. Mais enfin, réalisons 2 secondes de quoi on parle. On parle ici d'une autorité, le président de la République française, qui est sans doute dans les démocraties l'autorité qui dispose du plus large et des pouvoirs les plus importants. Bien sûr. Le président de la République française est infiniment plus puissant dans son État que ne l'est le président des États-Unis, par exemple, qui, pour le coup, lui, est un président qui, parfois, est totalement nu, totalement impuissant. Peut-être en Égypte. Éventuellement en Égypte ou j'allais dire en Syrie, mais enfin en Syrie peut-être. Non mais c'est vrai, si on faisait la liste, ils sont prêts. Bien sûr. Et donc cette histoire il faut quelqu'un comme ça qui dispose de pouvoirs forts. Alors les gens sont aussi très rapides à dénoncer. Souvenez-vous de l'histoire de l'hyper-président. Bien sûr. La critique qu'on adressait à Sarkozy. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, parce qu'on est toujours un peu entre une demande d'un pouvoir un peu fort et en même temps un besoin de démocratie. Enfin, et on est toujours balancé entre les deux. Besoin de démocratie, je ne sais pas trop si les gens ont conscience de ce que ça peut représenter. Je ne dis pas que les gens sont des crétins, mais je pense que... Non, mais au fonctionnement des institutions démocratiques. Alors, prenez la vie politique locale, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne conçoivent pas que leur maire, c'est, paraît-il, l'autorité préférée des Français. Ouais. Pourtant, la réalité d'un maire, c'est la plupart du temps, quelle que soit sa couleur politique, son
son caractère et sa tournure d'esprit, c'est que le maire, dans son coin, soit tout seul, soit avec 2-3 copains, de son bord politique, fait ce qu'il veut. Il a une autoroute, un boulevard devant lui pendant 6 ans, avec un conseil municipal composé comme il est, qui ne sert à rien. Ce n'est qu'une espèce de théâtre, le conseil municipal. Alors on dit ça se passe au Parlement, donc pourquoi pas au conseil municipal. Mais les gens sont satisfaits de cela. Ce sont des situations parfaitement insupportables, qui choquent d'ailleurs certains de mes collègues états-uniens, que j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps, et on en parlait de cela. Les étrangers sont faciles. Mais comment vous tolérez cela? Donc justement, cette histoire, ici, le président de la République a buté sur le Parlement, sur l'une des 2 chambres du Parlement, dont on dit justement depuis des années, depuis des décennies, qu'elle ne sert plus à rien. Bon, là, je trouve que le bicaméralisme montre la splendeur de son utilité. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas faire comme faisait De Gaulle, c'est-à-dire sauter au-dessus du Parlement et aller consulter carrément les Français par référendum? Donc, au moins... il avait la majorité quand il voulait faire quelque chose. Sauf que là, on retombe sur la question référendaire. Il n'a pas toujours eu la majorité. Il l'a pas toujours eu. Sauf à la fin. Sauf à la fin. Vous avez 1969. Sur la question référendaire, dans lequel, vous le savez, vous en êtes aussi bien convaincu que moi, que celui qui a le pouvoir, c'est pas celui qui répond, mais c'est celui qui pose la question. Ouais. Et qu'on peut voter très bien contre celui qui pose la question. Exactement. Florence, sur ce sujet de la révision. Non, je vais rien rajouter parce que Stéphane a été très, très intéressant. Donc, je voulais juste dire que je n'ai pas compris pourquoi il a voulu faire une réforme de la Constitution sur un sujet qui était déjà réglé. Ah, mais c'était un calcul politique, je crois. Oui, il y avait une force symbolique assez forte. Il y avait une force symbolique, il y avait aussi la volonté de rassembler, peut-être. Enfin, on peut mettre ça. Oui, et puis de marquer un peu l'histoire, parce qu'on se dit, voilà, il y a eu les événements, il y a eu un congrès, il y a eu un changement de constitution. Voilà, enfin, il y avait tout ça prend du panache et de l'ampleur, sauf quand on se plante. Mais est-ce que. Alors, on pourrait parler d'autres choses, et puis. Mais est-ce que tout ça, au fond, parce qu'on voit, vous avez raison que la démocratie a fonctionné, mais enfin, on ne peut pas mettre de côté les calculs politiques et d'un côté et de l'autre. Est-ce que, quand même, ce n'est pas le Front National, une fois encore, qui sort vainqueur de cet épisode, quoi, où finalement, la gauche et la droite n'arrivent pas, parce qu'il y a aussi ça comme leçon politique, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour une mesure qui est censée quand même lutter contre des terroristes, contre le terrorisme. C'est quand même, non ? Je crois que peu de gens comprennent vraiment ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout, parce que les gens quand même... Les gens auraient été d'accord pour qu'il y ait un accord entre la gauche et la droite sur une façon de lutter. Alors, est-ce que c'est efficace, pas efficace, c'est un autre débat, mais contre le terrorisme, non ? Là, je ne sais pas. Non, pour répondre à votre question, là, je pense que pour une fois, le Front National, là-dedans, il doit être complètement à côté de la plaque. L'électeur du Front National aussi, il ne doit même pas savoir de quoi on parle. Il y a plein de sujets dans l'actualité. C'est mauvais pour la gauche et la droite, me semble-t-il. Mais... Moi, je ne crois même pas. Enfin, je crois qu'en tout cas, le Front National n'a rien à espérer de ce petit moment politique et de ce ratage, non. Et quand Xavier Bertrand s'augmente de 4 000 € sous prétexte qu'il a perdu son mandat de maire, son mandat de député, puisqu'il est contre le cumul des mandats. Là, je pense que... Vous pensez qu'il a bien compris ce qui se passait? Je pense que dans le Nord, le Front National doit apprécier à sa juste valeur. C'est quand même non, c'est pas Florence, hein. Moi, il y a 2 choses. C'est-à-dire que ça ne me choque pas que... Non, qui gagne sa vie. Qui gagne sa vie, qui soit bien payé. Ce qui est encore une fois très choquant, c'est que c'est d'une extrême maladresse. C'est idiot, c'est pas le bon moment, c'est pas la façon, voilà. Et puis, il pouvait attendre 6 mois. Enfin, je sais pas. Il y a d'autres moments, d'autres façons, et c'est malhabile et c'est choquant pour en plus une région qui est quand même assez défavorisée, qui voit vraiment ce que c'est que le chômage, la misère, etc. Voilà, c'est beaucoup. C'est quand même. C'est-à-dire que lui, il appelle ça un complément de salaire. Pour beaucoup, c'est 2 fois le salaire médian. Non, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui... C'est le double, le triple de ce qu'il gagne. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ces 4 000 € soient les revenus du foyer. Enfin, voilà, ils seraient très heureux. Donc, ce petit complément est curieux. Alors, vous me direz que ça, moins que les 5 millions et quelques du PDG de Peugeot, mais enfin, c'est autre chose. En tout cas, là, c'est le public, c'est comme dirait... Si Jean-Luc Madec était là, il nous dirait que c'est pas la même chose, le public et le privé. Mais... Jean-Luc, si tu nous écoutes. Non, mais c'est vrai que cette augmentation, là aussi, elle doit mal passer pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est le moment, après, que le type ait redressé la boîte avec l'aide de l'État quand même?
Encore une fois, et en demandant des sacrifices aussi aux salariés. Bon, d'accord, mais enfin, est-ce que c'est le moment ou pas? Tout ça est fait de façon un peu curieuse. Après, si on est un peu intelligent et qu'on prend un peu de recul, on peut voir que c'est quand même le patron le moins payé de tous les grands constructeurs automobiles mondiaux. Il est payé 2 fois moins que je crois 4 fois moins que le PDG de Volkswagen. Il a quand même fait moins de bêtises. Il est payé 10 fois moins que le PDG de General Motors. Enfin, je veux dire, il est payé 2 fois moins que le PDG de Renault. Voilà. Renault, donc, oui, qui a fait de l'espionnage chez lui. Voilà. tout ça était effectivement choquant. Non, mais si ces gens-là étaient irréprochables, on comprendrait pas. Enfin, mais visiblement, c'est pas un mauvais. Enfin, je veux non, dire, c'est un bon. Oui. Voilà. Donc après, effectivement, c'est maladroit. Est-ce que c'est le moment? Voilà, c'est une question de moment. On pouvait tout à fait penser qu'on peut se satisfaire de 2,5 millions par an pendant 6 mois de plus ou un mois de plus, un an de plus. Puis voilà. Puis on dit bon, quand ça va mieux pour tout le monde, voilà. On est un peu gêné en fin de mois, mais pas. on doit pas y arriver. Ouais, on peut écourter ses vacances. Enfin, voilà. Vous avez un mot à dire là-dessus ou on passe? Parce qu'il y a aussi une chose qui... Non, oui. Sur Xavier Bertrand, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Surtout qu'il s'est fait une sorte de virginité. Mais oui. Avec l'élection, en disant j'ai compris, en gros. Enfin, j'ai compris et il a presque dit j'ai changé. Et j'ai changé. Presque à la façon de Sarkozy. Enfin, c'est pas une obsession. Je sais pas pourquoi je parle toujours de lui. Mais non, pas du tout. Mais il y en a plein. Mais ça pose quand même la question la question des suites à donner à la fin du cumul des mandats, enfin la fin supposée, parce que je ne sais pas si le texte tiendra au cours de la prochaine législature. Mais en tout cas, des politiques qui cumulent moins de mandats, ça suppose, au regard de la professionnalisation inévitable des mandats politiques, des indemnités de mandat plus élevées. Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est très clair. Oui. Mais à ce point-là, peut-être pas. Et pas de cette façon-là, en tout cas. Il fallait le dire avant, il fallait l'annoncer au corps électoral. Vous me direz, il n'aurait peut-être pas été... Oui, j'ai changé, mais je voudrais 4 000 € de plus quand même. Voilà. C'est discutable comme argument électoral. C'est pas possible. Pour moi. Non, mais bien sûr. Mais on peut... J'ai des rêves, je suis encore jeune. Ah oui. Voilà. Alors, il y a une chose assez intéressante aussi en politique, c'est la multiplication des candidatures. Pains. Je pensais que vous alliez dire des pains. Des pains, oui. On est presque. Oui, on est presque. Ils vont se distribuer des pains là-bas. Oui, ils vont se distribuer parce que la multiplication des candidatures aux primaires de la droite, alors il y a eu Geoffroy Didier et il y a eu, on va l'entendre, monsieur Jean-Frédéric Poisson, et ce n'est pas un poisson d'avril. Je pense que l'immense majorité des candidats qui se sont présentés, sinon tous, étaient membres du gouvernement. En mai 2012, lorsque nous avons perdu les échéances présidentielles et législatives, d'une manière ou d'une autre, leur responsabilité est engagée dans ce qui a été notre défaite au printemps il y a 4 ans. Et deuxièmement, le message que je porte jusqu'ici n'a pas d'équivalent. Je suis un candidat qui affirme ne pas... Enfin, je ne veux pas donner plus de droits qu'il le faut à la logique de marché. Je ne suis pas libéral, je ne suis pas atlantiste, je ne suis pas fédéraliste sur le plan européen, alors que tous mes autres concurrents le sont. Voilà, il n'est pas pareil que les autres, donc il n'a pas les mêmes idées, mais il se présente quand même. Lui, il n'a pas changé. Oui, lui n'a pas changé. Non, mais alors, évidemment, tous ces candidats qui se présentent là, il y en aura très peu qui auront le droit de participer en réalité aux primaires, puisqu'il faut le parrainage de 20 députés, d'un certain nombre de militants, et qui n'auront probablement pas. Oui, d'autant que les grands candidats, les 4, est-ce qu'il y en a 4 disons les 4 candidats auxquels on pense. Juppé, Le Maire, Fillon, Sarkozy. Voilà, vont rafler beaucoup plus qu'ils ne le doivent. Oui, c'est ça. Parce que c'est 20 députés minimum. Voilà. Mais on peut en avoir. Histoire de se faire qualifier avec panache et accessoirement de vider le réservoir pour les autres. Il semblerait que NKM ait du mal. Parce qu'on a fait il y a eu un amendement anti-NKM qui fait que maintenant les députés qui vous soutiennent doivent signer la même profession de foi que les gens qui ont voté à la primaire, savoir qu'ils voteront pour l'alternance. Cela dit, pour le candidat de la droite ou du centre. Ça, je trouve ça très bien, parce que alors là, c'était vraiment un truc pour faire voter Front National. Quand on dit que tous les partis politiques se ressemblent, non, mais que NKM puisse espérer faire signer, se faire parrainer par un député du Parti socialiste, mais on rêve, on dit mais attends, mais où est-on, quoi ? Quelle est la logique ?
Alors, c'est un socialiste qui va dire oui, je pense que pour la droite, le bon candidat, c'est NKM. C'est quand même aussi bizarre de changer les règles du jeu quand on s'aperçoit que ça pourrait favoriser un candidat. Non, quand on y pensait avant, peut-être, non bah, oui, mais ça fait quand même très anti-NKM. Enfin, mieux vaut tard que jamais quand on s'aperçoit d'une énorme connerie. Enfin, moi, honnêtement, ça me choque. C'est pas un député des Républicains de choisir le candidat socialiste à la primaire, et l'inverse est vrai. Mais si on étend votre raisonnement, alors comment on va mesurer que les gens qui vont voter à la primaire vont forcément voter pour le candidat de la droite et du centre? On ne peut pas. Ben si, parce qu'il y a, non. Mais il y a nécessairement des citoyens de gauche qui des gens de gauche, comme il y a eu des gens de droite qui ont été votés pour la gauche. Il y a cette promesse idiote qu'on fait quand on va voter aux primaires socialistes. On fait la même promesse idiote quand on va aller voter pour la primaire des Républicains. De toute façon, les primaires, c'est une idiotie. Ça serait drôle. Moi, je trouverais drôle que NKM ait ses 20 députés avec des gens des écologistes et des gens de gauche qui disent oui, je vais. Parce que personne ne peut contrôler ça. Mais qu'elle se présente NKM aux primaires des écolos, ça fera quelqu'un d'intelligent et de compétent chez les écolos, et puis voilà, ça sera parfait. Donc, non c'est dommage, je ne sais pas si vous trouvez qu'elle n'est pas, légitime parmi les gens des. Mais non, je la trouve très bien. Dans la primaire républicaine. Elle est légitime partout où elle veut aller. Moi, je la trouve intelligente et tout à fait brillante. Ce que je trouve illégitime, c'est de vouloir se faire parrainer par des gens qui ne sont pas de son parti. Il faut se parrainer par 20 députés. Voilà. Si c'était de son parti, je pense qu'elle serait ravie. Ah oui, ben voilà. Non, mais si on ne convainc pas dans son propre parti, c'est que soit on n'est pas dans le bon parti, soit il faut en créer un autre. Hein, mais honnêtement, non. Alors, autres élections, ce sont les élections à l'université, la présidence de l'université. Donc, il y a un président sortant qui est Jean-Louis Vessière, et il y a Jean-Luc Vessière, pardon. Oui. Et face à lui, il a M. Guillemot, je crois. Didier Guillemot, qui est à la faculté de médecine. Professeur de médecine, oui. Et on va les écouter tous les deux, si vous voulez, puis vous allez nous expliquer un petit peu comment tout ça se passe, si vous êtes d'accord. Je ne peux pas dire que les résultats me satisfassent pleinement, puisque donc je pensais que je pourrais faire un meilleur score en termes d'élus. Alors maintenant, ce qu'on constate, c'est que les résultats ne sont pas non plus très très clairs et très déséquilibrés. Je ne baisse pas les bras, c'est-à-dire que je pense que je peux essayer de rassembler donc évidemment les gens qui ont voté pour moi, enfin, les élus de mes listes, éventuellement les élus d'autres listes, et puis les élus étudiants, et après il y a la question quand même des extérieurs qui se pose aussi. Hein. Il y a une vraie envie de la communauté universitaire d'aller de l'avant. Voilà, c'est-à-dire que nous avons fait campagne sur un projet, pas du tout sur un rejet, ce projet, qui est assez clair, a emporté l'adhésion. Je pense que c'est ça qu'on peut dire à l'issue du scrutin. Nous avons fait une campagne transparente sur un projet avec l'idée de rassembler, et maintenant il va nous falloir rassembler au-delà des différentes listes, parce que c'est de l'université dont il s'agit, et ce travail commence dès aujourd'hui. Alors on parlait de vote. Vous pouvez nous expliquer en gros de quel vote il s'agit ? Alors oui, les autorités universitaires sont élues par la communauté universitaire depuis le XIIIe siècle, alors avec quelques parenthèses, dans les régimes autoritaires, les autorités étaient nommées. Donc c'est une tradition très forte qui caractérise vraiment la gouvernance universitaire. Sachant que l'élection a lieu, l'élection du président de l'université a lieu donc tous les 4 ans, et que c'est une élection au suffrage indirect, à savoir que les composantes de la communauté universitaire, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, les étudiants et les administratifs, votent chacun pour des listes. Les candidats à ces listes postulent pour siéger pour simplifier les choses, dans 2 grands conseils, 2 grandes instances. Le conseil d'administration, qui est l'organe, comme son nom semble l'indiquer, l'organe majeur de l'établissement, qui délibère sur les grandes orientations, sur les questions budgétaires, etc. Et puis d'autre part, le conseil académique, qui lui est plus compétent en matière à la fois de recherche et de pédagogie. Et donc, le président de l'université est élu par l'ensemble des élus du conseil d'administration. D'accord. Alors, la situation actuelle, c'est que nous avons voté la semaine dernière.
pour l'élection de nos représentants au sein de ces deux conseils, et que le 10 mai, le conseil d'administration doit se réunir. Alors, il n'est pas encore complet. Il faut le compléter par des personnalités extérieures, voilà, qui sont cooptées par les membres élus. Et donc, le 10 mai, le conseil d'administration doit choisir un président. Alors, pour l'instant, il y a deux candidats. Le président sortant, Jean-Luc Vessière, qui est professeur de biologie, et Didier Guillemot, qui est donc professeur à la faculté de médecine, sachant que les résultats donnent une lecture extrêmement confuse de l'état des forces. Les résultats des listes. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui, en gros, pour l'instant, sur un conseil d'administration qui, pour l'instant, est composé de 22 élus, on est à peu près à 11-11, si vous voulez, à 11 partout. Élection serrée. Élection nécessairement serrée et pour l'instant incertaine. Et qui se fera peut-être par les personnalités extérieures qui pourrait se faire par les personnalités extérieures, sachant que quand même, je trouverais ça un peu gênant. Si vous voulez, ça ne serait pas illégal, mais du point de vue de la légitimité et, si j'ose dire, de la tradition universitaire, on ne serait pas tout à fait dans les clous. Le fait est que les listes portées et conduites par Didier Guillemot, du côté des enseignants-chercheurs, des professeurs et des maîtres de conférences et assimilés, sont arrivés en tête. D'accord. Ça, c'est une donnée. C'est pour moi une donnée assez forte, qui marque, ainsi que l'a reconnu Jean-Luc Vessière, que il espérait sans doute des résultats un peu meilleurs. Mais la grande conclusion qu'on peut en tirer, si vous voulez, c'est que les résultats sont très flous, très difficilement lisibles. Et il peut y avoir un blocage ? Il y a des procédures qui font que, de toute façon... Un blocage, c'est-à-dire qu'on ne parvienne pas à élire un président. Je fais confiance au conseil d'administration. Forcément que... Et ça sera forcément l'un des deux ? Non, absolument pas. On a déjà vu, y compris à l'UVSQ, un troisième larron qui sort du chapeau au dernier moment. Et qui peut réconcilier tout le monde. Et qui se fait élire. Oui, absolument. Eh bien, on verra bien. Donc, réponse le 10 mai. Le 10 mai. Ah, c'est le 10 mai, il y a toujours des élections importantes. Voilà, je ne sais pas si l'université passera de l'ombre à la lumière, mais en tout cas, c'est le 10 mai. C'est le 10 mai. Peut-être un mot, je ne sais pas si vous avez vu sur les marques qui font de la mode manière islamique ou islamiste, avec des maillots de bain recouvrant tout le corps, etc. Et ce qui a suscité la colère à la fois de Pierre Berger et à la fois de la ministre Laurence Rossignol. Vous avez vu dans ces... Oui. Mais moi, alors d'abord, je suis ravi parce que c'est quand même assez rare pour être signalé. C'est irresponsable de la part de ces marques, a-t-elle dit, notamment. La ministre a été très très bien sur ce coup-là. Elle a réagi vite. C'était clair et net. Elle s'oppose à ça. Elle trouve ça scandaleux. Elle a 1000 fois raison. Elle a employé des mots. Alors bien évidemment, tout le monde... Enfin, il y a une levée de bouclier parce qu'elle a osé utiliser le mot nègre dans sa déclaration, de façon tout à fait sensée et justifiée. Il n'y avait absolument aucun problème à ça. C'était une référence à la façon dont on parlait au moment de l'esclavage. On parlait de l'esclavage, etc. Bon, et comme on dit, je veux dire, quand Césaire a parlé de négritude, il n'a pas parlé de gens de couleur, attitude, ou de... Bon, ça aurait été ridicule. Bon. Donc ça, déjà là-dessus, c'était très bien. Donc Laurence Rossignol, bravo. Et puis deuxièmement, et ça nécessite aussi d'être signalé, Pierre Berger prend une position intelligente et bien et claire. Donc ça, c'est bien aussi. Et sur le fond, bien évidemment que c'est scandaleux. Enfin, moi, je trouve qu'il faudrait boycotter tous ces magasins qui vendent... On peut donner les marques. Il y a notamment Marks & Spencer, Dolce & Gabbana, Uniqlo et H&M. Voilà. Il ne faudrait plus mettre les pieds dans ces boutiques, c'est tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Non. Alors, pourtant, je suis la seule femme autour de cette table. C'est vous avez le droit de vouloir changer de tenue. Je peux changer de tenue, ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a deux choses. Pour rebondir sur ce qu'a dit Laurence Rossignol, alors moi, j'ai été extrêmement choquée de ses propos. Ce n'est pas tellement le propos nègre. Alors, j'ai repris in extenso les propos pour ne pas les déformer, où elle a dit, bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Et moi, ce qui me choque, c'est pas qu'elle utilise le mot de nègre, parce qu'elle s'est expliquée là-dessus, c'est qu'elle fasse une comparaison qui me paraît complètement inadaptée, puisque l'esclavagisme, c'est des millions de morts. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va comparer un problème ? Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la mode, et puis il y a le problème de fond, qui est le problème de femmes qui doivent enfermer leur corps pour ne pas le montrer. Et qui doivent marcher 10 mètres derrière leur non, mari. Non, on ne parle pas de 10 mètres, là, on parle de vêtements, là, pour le moment. Donc, moi, je trouve que... je trouve très choquant d'obliger des femmes à cacher leur corps, mais
Aujourd'hui, on a des femmes, moi je trouve ça terrifiant quand on voit une femme avec ces espèces de robes qui sont comme des sacs beige ou marron, qui sont absolument immondes. Je me dis que je suis plutôt contente pour celles qui choisissent, parce qu'il y a des femmes qui choisissent aussi de ne pas montrer leur corps et de s'habiller de cette manière-là. Il y a des femmes qui sont contraintes, et je pense que c'est la majorité qui sont contraintes. Mais pour les femmes qui choisissent de cacher leur corps, je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir une mode qui mette aussi en valeur leur corps. Parce que ces espèces de sacs où on voit rien, c'est horrible. Alors que là, ils vont faire des vêtements qui montrent aussi le corps. Jolie. Voilà, une mode mais non, mais oui, mais une mode islamique jolie. Foulard, joli burqa. Mais ça ne banalise pas. Ça permet, je crois. Non, mais la burqa avec le grillage n'est pas tolérée en France. Mais je pense qu'on peut, parce que là, on parle de maillots de bain. Moi, j'étais il n'y a pas très longtemps au bord de la mer et j'ai vu des femmes qui portaient des maillots de bain. C'est comme si elles allaient faire de la. Non, mais c'est comme si elles, pas du tout. C'est comme si elles allaient faire de la plongée. En fait, c'est quand même. Mais un truc un peu fin. Vous êtes d'une mauvaise foi. Mais je suis pas d'une mauvaise foi. Je dis que moi, je suis. Je rêve. Non, mais je dis que moi, ça me choque de voir, d'être contrainte de cacher son corps. C'est quelque chose sur le fond qui me choque. Mais là, je trouve qu'il y a un détournement de la chose qui me paraît intéressante. Et qu'est-ce qui est le plus choquant d'avoir des... C'est parce que ces mêmes marques, elles vont faire des habits qui vont couvrir la totalité du corps des femmes, mais elles vont faire des habits aussi avec des jupes qui sont tout en haut des cuisses. Quand les femmes s'assoient, on voit à peu près tout. Donc on a des espèces, les deux extrêmes. C'est pas ça. Mais elles ont le droit. Non, mais elles ont. C'est un problème pour certaines de choix et pour d'autres, on les empêche d'eux et on les enferme dans ces vêtements. Mais je pense que c'est... Est-ce que c'est respectueux pour la femme de leur permettre de porter des jupes qui soient Florence, non mais franchement, soyez un tout petit peu honnête. Est-ce que vous imaginez vraiment que dans le magasin Mark & Spencer, qui va vendre des tenues islamistes, vous allez avoir un gros rayon de mini-jupes et de string? Mais bien sûr. Vous plaisantez. Mais ça va être dans le même magasin. Mark & Spencer va pas. Mais ça ne sera pas dans le même quartier. On sait très bien que l'un se substituera à l'autre. Je vous défie d'aller trouver un string dans un magasin Mark & Spencer en Seine-Saint-Denis, c'est tout. Voilà, vous n'en trouverez plus. Voilà, il faut penser comme Houellebecq, vous savez, qu'il disait dans son dernier roman la différence entre les femmes occidentales et les femmes arabes notamment, c'est que la femme occidentale est très bien habillée la journée avec des talons hauts, des tenues un peu sexy. Et quand elle rentre chez elle, elle est en jogging, alors que la femme arabe qui est cachée sous une burqa la journée se met des tenues sexy chez elle la nuit, enfin le soir. Non, donc l'intime et l'extime sont différents. Non, mais moi, ça me choque pas tant que ça. Et je pense qu'au contraire, le contournement et le détournement de ces principes un peu rigides où en fait il faut qu'elle soit vilaine et moche dans ses habits moches, de leur donner quelque chose où elle puisse être jolie. Je trouve que c'est plutôt pas mal, même si sur le fond je suis c'est pas un abandon, une démission, vous trouvez ça? Non, je trouve que c'est pas un abandon et pas une démission. Laurence Rossignol parle de contrôle social du corps des femmes, c'est quand même ça. Attendez, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Je trouve que c'est très excessif. Mais non. Il y a des tas de femmes qui sont contraintes de porter ce type de vêtements et elles ne sont pas des militantes de l'islam politique. Donc vous, si on suit votre raisonnement, non mais là, c'est stigmatisé. Du temps des forçats, vous auriez été pour que des grands couturiers fassent des costumes rayés plus sympathiques, plus saillants, qui revient avec le boulet. C'est parce que ça se passe comme c'est quoi le boulet, c'est le mari. C'est ça, oui c'est vrai. Le boulet, c'est le mari. On est d'accord. C'est scandaleux. Non. Florence Percalli, non mais ça se passe quand même chez nous. C'est pas des habits qui sont faits pour l'Arabie Saoudite ou pour des pays comme ça. C'est des pays qui sont faits pour la France ou pour l'Angleterre. Mais ils en vendront en Arabie Saoudite aussi. Mais qui n'en vendent qu'en Arabie Saoudite. Mais pourquoi ils viennent sans? Mais pourquoi les femmes qui sont en France et qui ont le droit de porter ces habits-là ne pourraient pas avoir les autres? Parce que c'est notre civilisation. C'est pas l'idée qu'on se fait de la femme en France, et heureusement. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut leur interdire de s'habiller comme ça. Si vous êtes dans votre logique. Avec plaisir. Je suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on interdise de s'habiller d'un sac aussi élégant soit-il. Non, mais on peut pas faire. Non, mais dans ce cas-là, on ferme les frontières. Enfin, il faut aller jusqu'au bout de votre raisonnement. On est dans un monde. On est dans de la mondialisation. Si vous allez dans des pays, comme l'Arabie Saoudite, vous êtes obligé de mettre un voile, une jupe longue, etc., de vous cacher. Mais c'est pas nous. Chez nous, on pourrait dire, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de. Pas dans un pays religieux. Il n'y a pas de. On n'est pas dans un pays. On n'est pas dans un pays religieux en France. Justement, on est dans un pays où les femmes ne se cachent pas, c'est tout. Dans un pays où les femmes sont libres.
Non, mais je veux dire, mais là, vous ne parlez plus de la même chose. Non, on ne parle plus de la même chose. Un peu. Non, enfin vous êtes en effet sur la question de l'interprétation rigoriste, voire intégriste de préceptes religieux. Alors ça, c'est un truc, et moi, je vous suis là-dessus. En revanche, sur le fait que des enseignes commerciales s'engouffrent dans ce filon, mais pourquoi sommes-nous étonnés? Enfin, je veux dire, il y a de l'argent à faire partout et dans tous les secteurs. C'est du business. Mais au nom de l'argent, est-ce qu'on peut tout faire? Enfin, oui. Je ne suis pas étonné, je suis déprimé. C'est différent, Jean-Charles. Je pensais que vous aviez des rêves encore. Non, mais est-ce qu'au nom de l'argent, plus aucun. Est-ce qu'au nom de l'argent, on ne piétine pas nos principes? C'est ça. Est-ce que ça vous choque quand vous croisez une Indienne avec un très joli sari, un voile? Est-ce que vous êtes choqué? Parce que c'est chatoyant, parce que c'est coloré. Est-ce que ça vous choque? Mais parce qu'encore une fois, essayer d'être de bonne foi, ça mais n'a non, rien à voir. Mais bien sûr que ça a à voir. Rien à voir. Le statut de la femme bien habillée dont vous parlez, qui se balade en Europe en sari, n'est pas tout à fait celui de la fille voilée de base. Oui, mais le fond est le même. Le fond est le même. Quand on porte un sari, c'est le même fond que le pas du tout. Pas du tout. Les mecs sont habillés pareil. Pas du tout. Non. Bon. Il nous reste quelques minutes, à peu près 6 minutes. Et je ne sais pas si vous avez vu peut-être l'Express de cette semaine qui propose une vingtaine de mesures alors, qui sont tirées pour beaucoup du rapport Attali, enfin, ou des travaux qui l'a mis de Stéphane, évidemment. Mais je voulais vous interroger quand même sur un certain nombre de mesures qu'on verra peut-être proposées pendant la campagne présidentielle. Il y en a une dont on parle beaucoup sur les institutions, c'est le retour au mandat présidentiel de 7 ans non renouvelable. Il y a beaucoup de candidats qui se prononcent pour en disant, voilà, au moins, si c'est non renouvelable, je ferai ce que j'ai à faire et je ne penserai pas à ma réélection. Et puis 7 ans, c'est un temps plus long qui permet de faire des choses, même si au bout de 5 ans, il pourrait y avoir une cohabitation dans ce cas-là. Enfin. Mais je trouve ça un peu inquiétant parce que si on fait qu'un seul mandat, c'est-à-dire que dès le lendemain de l'élection du président, qui ne fera qu'un seul mandat, c'est déjà la curée pour savoir qui va se présenter à la fin de son mandat. Donc, c'est-à-dire il n'a aucune possibilité. C'est un président presque potiche. C'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Hollande ne pourra pas se représenter et donc il n'a plus aucun pouvoir. Exactement. Donc, c'est le risque, en tout cas. À ce sens-là, ça m'inquiète. Et puis, il y a un argument démocratique fort, c'est-à-dire que les mandats non renouvelables, il faut s'en méfier, parce que le caractère renouvelable du mandat permet au corps électoral de sanctionner. C'est-à-dire que si le président en place, au bout de 7 ans, souhaite remettre ça, il doit se représenter devant le corps électoral. Et c'est plutôt sain. Donc, quelle que soit la durée, 7, 5, je pense que le quinquennat était une erreur et que le septennat était plutôt une bonne formule et que la cohabitation n'était pas si improductive, entre guillemets, que cela. Ça rejoint le débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'exigence. En tout cas, c'était plébiscité par les Français. Oui, alors ça aussi. C'était une façon de faire travailler les gens les uns avec les autres. En réalité, ils ne travaillaient pas du tout les uns avec les autres. Mais on avait l'impression. Oui, ça donnait une impression. Ils se tendaient des croche-pattes ça n'était tout le temps. Ça n'était qu'une guerre sanglante. En réalité. C'est rigolote. Mais qui pouvait être assez drôle. Mais cette idée de septennat, c'est-à-dire de déconnexion entre les élections législatives et l'élection présidentielle, moi, me semble plutôt une bonne idée, oui. En tout cas, ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez le président français a tous les pouvoirs, il les a d'autant plus qu'il a une majorité qui colle à lui, avec les... Bien entendu. Il n'y a presque plus aucun obstacle. Enfin, c'est l'histoire des contre-pouvoirs. Enfin, on parlait de Montesquieu tout à l'heure. C'est pas tant la séparation qui est importante que les contre-pouvoirs. Il faut que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Là-dessus. Oui, 2 mots. Je pense que 7 ans me paraît mieux que 5. 5, ça me paraît vraiment extrêmement court pour pouvoir mener un projet. En même temps, vous vous souvenez, même, on avait envie de faire correspondre un peu d'abord à ce qui se passait à peu près partout, puisque les mandats présidentiels sont plus courts qu'en France. 7 ans, ça n'existait presque nulle part. Et c'était une sorte d'exigence démocratique. Oui, pour faire coller sur les législatives, oui. Mais... Oui, personne ne propose. Mais non, mais on peut faire 1 fois 7, 1 fois 5, par exemple. Voilà, par exemple. En plus, je trouve que c'est un peu curieux. 12 ans, c'est beaucoup, non? Ça passe vite. C'est un peu curieux dans la bouche des candidats qui se proposent de ne faire qu'un seul mandat, parce qu'il y a un côté un peu bizarre à dire. Alors, il y en a un qui est un peu âgé. En disant, en gros, ça résume à dire votez pour moi
oui, je suis sûrement pas le meilleur, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Donc Oui, c'est ça. terrible. Il y a un côté, oui. Vous Il y a un prenez côté pas, un peu- vous prenez pas un risque ouais. trop grand, mais c'est terrible. Oui, mais enfin, ce qu'il veut dire surtout, c'est que comme je ne me représenterai pas, tout ce que je dis, je vais le faire. Oui, alors, Normalement. Oui, on ne Oui, voit pas du tout c'est, ce qui permet d'affirmer Ah ben une si, chose parce que pareille. j'ai plus à repenser, parce que rien le à reproche qu'on fait aujourd'hui, c'est que dès qu'on est élu, on repense à sa on- réélection. à sa réélection. Enfin, je pense que ça ne jouerait en Mais je rien. ne vois pas quel est l'homme politique actuel qui accepterait vraiment d'être impopulaire. Même, j'avais vu même Juppé après une émission où il disait que les Français l'aimaient bien, qu'il y avait une petite larme à l'œil. Donc, il y a aussi l'allègement du Parlement, c'est-à-dire qu'il propose de passer, je crois, le nombre des députés à 200 et le nombre de sénateurs à 50. Ça, c'est n'importe quoi. Oui. Pardon d'être aussi catégorique. Non, allez-y. Parce que moi, je trouve ça plutôt... Bon, je veux dire, Mieux, pourquoi mais- Est-ce que c'est une question de coût? Oui. Ce qui coûte cher, c'est pas les élus, c'est les agents publics. D'une façon générale, Jean-Luc n'est pas là, c'est dommage, mais c'est pas les élus qui coûtent cher. Donc 200 députés au lieu de 577, c'est pas là-dessus qu'on fera des économies substantielles. Un peu déjà. Bah alors, mais pourquoi pas 10? Pourquoi pas 10 députés? À ce moment-là, ça coûterait encore moins cher. Non mais c'est vrai. Non mais 200, c'est ridicule. On pourrait aussi les supprimer tant qu'on y est. Mais oui, ça, je comprends pas l'argument. Ça, je comprends pas. Et pourtant, c'est un argument très répandu qu'on retrouve souvent dans les programmes. Voilà, il y a trop d'élus, mais pourquoi? Mais, enfin, oui, Je suis tout à fait de l'avis de Stéphane. Je ne vois pas l'utilité, ce genre de Donc vous n'êtes réforme. pour aucune réforme. Vous êtes évidemment pour le statu quo. Non, on va là, je vous défendre propose qu'on nos reprenne cette discussion la prochaine fois. Parce qu'il y en a une qui est intéressante aussi, c'est de changer la règle sur l'impôt sur la fortune entre l'immobilier et les œuvres d'art. Alors ça aussi, on peut en parler longuement, parce que là, ça me paraît économiquement d'une curiosité. Eh ben, je vous propose que la prochaine fois, on reprenne quelques-unes de ces mesures et qu'on en reparle, puisque là, le temps qui nous est imparti, c'est malheureusement écoulé, comme on dit. Merci à tous les trois et à très vite pour un nouveau PAF.